Voilà, alors nous commençons maintenant exactement avec tous ceux qui nous écoutent, qui viennent de rejoindre cette conférence. Donc, je rappelle l'objectif de cette conférence, c'est d'examiner les conditions de la concurrence en Île-de-France, spécifiquement, avec trois opérateurs et l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité représentée par son directeur général Laurent Probst. Donc, merci de vous être joint à nous. Je voudrais commencer sans préambule avec vous, Marie-Ange Debon. Vous êtes d'une certaine façon un nouveau visage dans le transport public et pour cette concurrence en Île-de-France. Vous avez pris les rênes de Keolis il y a quasi exactement 4 mois, presque jour pour jour. Et je voulais vous demander un peu votre sentiment, puisque vous avez un regard neuf et un œil neuf sur le transport public. Comment vous envisagez pour Keolis cette arrivée dans la concurrence en Île-de-France? Il y a plusieurs concurrences. Il y a la concurrence des bus, où vous avez déjà répondu à un certain nombre d'appels d'offres, y compris le tram T9 que vous avez gagné l'année dernière. Et puis, il y a une concurrence à venir. Il y a quelques jours, Île-de-France Mobilité a dévoilé le calendrier de l'ouverture à la concurrence d'un certain nombre de dessertes, tramway, RER, etc. Je voudrais avoir votre sentiment devant cette concurrence qui change pas mal de choses. Et on le verra tout à l'heure avec l'opérateur historique qui change vraiment pas mal de choses pour le quotidien des Franciliens demain et puis pour votre quotidien à vous, opérateur de transport. Oui, merci. Vous m'entendez bien? C'est pas tout à fait fluide, mais ça devrait aller. Allez-y. D'accord, ok. Non, je pense que la concurrence, évidemment, c'est quelque chose à laquelle Keolis est complètement habitué, qu'elle pratique partout en France et partout à l'international. Donc, plutôt extrêmement moteur dans l'idée qu'elle puisse se développer en Île-de-France et à mon sens qui répond complètement aux enjeux de l'Île-de-France. Si on se remet les fondamentaux qui est quand même le passager, le voyageur, l'usager ou le client, quelle que soit la sémantique qu'on utilise, on ne peut voir que des bénéfices à cette ouverture à la concurrence. Qu'on trouve franchement dans plein de pays, qu'on trouve évidemment dans tous nos territoires. Donc, Keolis sera très actif et on a d'ores et déjà commencé. Je pense que dans la première série des appels d'offres que IDFM a lancé, on s'est mis en ordre de bataille pour y répondre et nous avons l'intention de répondre à la plupart de ces, si ce n'est à tous. Donc, avec l'objectif et je pense la perception que la concurrence, c'est pas simplement une histoire de prix. Hein. Évidemment, ça peut avoir un impact très positif sur les coûts et les prix des prestations, mais la concurrence, c'est l'innovation et la qualité de service, et c'est ça qu'on visera. Et à mon sens, compte tenu des énormes enjeux, mais ça, Laurent Prost pourra en parler encore mieux que nous, ces prestataires, les énormes enjeux qu'il y a sur le territoire de l'Île-de-France, il est impératif que nous, prestataires de services, on soit au rendez-vous pour apporter ce que la concurrence apporte, c'est-à-dire une émulation saine entre nous tous, et on devra être créatif, imaginatif. Donc voilà, c'est ça notre feuille de route. Nous, le seul point peut-être qui nous interpelle dans ce processus aujourd'hui, c'est que si globalement il y a un consensus en France de manière assez forte sur le fait qu'il faut simplifier et qu'il faut avoir un dialogue qui soit le plus proche du terrain, c'est vrai que les négociations qui se finalisent ou les travaux qui se finalisent sur la mise en œuvre de la loi de 2019, de la LOM, sont un peu loin de ces objectifs et de simplification et de dialogue social de proximité, qui est, je crois, ce qui normalement est le garant de la plus grande efficacité. Donc voilà, peut-être en première réaction à votre question, elle est deux, trois commentaires. Donc oui, à fond
pour répondre aux attentes de IDFM, avec un seul focus pour nous, c'est le passager, le voyageur, et avec la prise en compte des contraintes qui seront mises globalement dans ce cadre pour les prochains appels d'offres. Marie-Ange Debon, vous êtes en fait dans deux configurations. Il y a une configuration où vous allez challenger d'autres opérateurs, évidemment à l'avenir l'opérateur historique quand ses propres lignes seront ouvertes, mais aussi dans le cadre d'Optile, les opérateurs sortants, hein, que ce soit Transdev ou la Croix, etc. Et puis vous êtes aussi en défensif, hein, dans les bus Optile. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ces premiers appels d'offres sur Optile en défensif et en offensif? Quel est votre sentiment sur la façon dont ça se passe depuis maintenant 2 ans? Je pense qu'il faudrait aussi interroger nos clients, mais nous, on a une équipe qui est extrêmement motivée et engagée, qui essaye d'être la plus créative, la plus motivée, engagée. Donc, les équipes de l'Île-de-France travaillent vraiment d'arrache-pied pour répondre. Et à ce stade, on a dû déposer 8 projets, hein, ce qui est un rythme assez acharné, assez fou. Mais encore une fois, je pense que ce qui est conçu dans la réflexion des territoires et des lots est optimal ou va être bien réfléchi pour l'usager, parce que notre client IDFM est assez habile sur le fait de mettre en concurrence et de prendre les bonnes idées que chacun a et de nous stimuler. Donc, je pense que ce sera une opération qui sera favorable aux passagers. Vous faisiez allusion tout à l'heure au décret d'application de la LOM. Vous aviez, semble-t-il, peut-être pas regrets, mais en tout cas quelques interrogations sur certains textes. Vous faisiez allusion aux conditions sociales des alternances. Oui, enfin, je faisais allusion en effet au projet de décret, puisque j'ai eu l'occasion de le regarder. Et c'est vrai que pour moi qui suis un peu nouvelle dans le secteur, je dois dire que ça m'interpelle par rapport à, je pense, deux objectifs que nous devrions avoir tous collectivement, qui est voilà, un dialogue social de grande proximité. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord que la France est un pays qui est trop géré entre guillemets de Paris, et donc à la fois donc ça implique de la lourdeur dans les dispositifs, et puis parfois aussi un décalage par rapport aux réalités de terrain. Je ne parle pas d'ailleurs uniquement de ce sujet de décret. Donc c'est vrai que à la fois les entreprises, mais les collectivités locales, et pas simplement celles de l'Île-de-France, sont demandeurs d'une simplification en général pour pouvoir pousser plus d'innovation, plus agile, plus en proximité des clients. Et là, on n'est pas tout à fait dans ce schéma-là. Donc, on a un certain nombre de bienfaits de la concurrence qui vont sans aucun doute pouvoir se mettre en œuvre, mais sans doute pas avec toute l'optimisation qu'on pourrait avoir, d'une simplification et d'un dialogue de proximité. Les grands secteurs qui ont été capables de faire bénéficier de leurs consommateurs, leurs usagers, encore une fois, tous les mots me paraissent pouvoir aller quand on parle du voyageur, ont été des secteurs où on a eu on a mis l'usager au cœur du dispositif. Quand vous regardez ce qui s'est passé sur le secteur des télécoms, par exemple, aujourd'hui, heureusement, personne n'envisagerait d'avoir qu'un seul prestataire, uniquement Orange, et on est tous assez heureux de pouvoir, pour nos familles, nos enfants,
notre vie professionnelle, avoir plusieurs choix. Et donc, cette logique de concurrence qui stimule l'innovation est très bien. Si elle est très fortement contrainte par des règles administratives trop lourdes et trop détaillées, si vous regardez les X pages du décret, vous verrez sur cette partie-là son niveau de détail qui est quand même assez impressionnant et qui, c'est vrai, des trois secteurs que j'ai connus avant d'arriver dans le transport, secteur ou du service ou de l'industrie, est un petit peu un décalage, mais ça doit faire en partie de la culture du secteur des transports. Donc, on se pliera à ces règles et on essaiera d'être optimal dans ce contexte. Culture du transport, donc vous découvrez plus spécifiquement depuis 4 mois. Concernant les dispositions sociales, est-ce que vous craignez que les spécificités franciliennes, telles qu'elles vont être reconnues, sont en train d'être reconnues par les discussions qui ont lieu, fassent tache d'huile d'une certaine façon en province, donc vous gérez de très nombreux réseaux de grandes villes? On prendra, quand le décret sera sorti, on prendra le décret comme une donnée, évidemment, et on s'inscrira dans cette règle. Je pense que chaque territoire a ses spécificités. En tout cas, ce qui est clair, c'est que mon souhait est qu'on applique deux principes de bon sens qui sont des choses simples et des choses qui soient en dialogue de proximité. Donc, c'est ça qui doit, à mon sens, nous guider collectivement si on veut offrir aux voyageurs le meilleur service, sachant qu'on est quand même dans une période extrêmement difficile qui va être extrêmement compliquée pour les finances des collectivités locales et pour les modèles économiques de nos métiers qui sont aujourd'hui à risque. Hein. C'est des métiers où le modèle économique est un modèle qui n'est pas autonome, en tout cas en France. C'est un peu le cas de manière différente dans certains pays. En France, en tout cas, on a un modèle qui fait l'objet d'un triple financement, hein, que ce soit l'impôt, les tarifs ou des versements spécifiques. Aujourd'hui, ce modèle, il est très fragilisé par la baisse de fréquentation que nous connaissons tous et par les pressions qu'il y a sur les recettes, les finances publiques. Donc, c'est dans ce contexte aussi qu'il faut penser le modèle, sachant que, on est tous d'accord aussi, le secteur des transports est absolument clé dans le développement économique d'un pays et absolument clé dans son développement social. C'est un facteur d'inclusion majeur. Et je ne parle même pas de la dimension environnementale. Donc, mon message pour répondre à votre question, c'est il nous faut une grande vigilance collective pour ne pas mettre à bas les modèles économiques en place. Merci beaucoup, Marie-Ange Debon. Catherine Guillouard, comme Marie-Ange Debon, vous êtes en fait dans deux configurations. On va beaucoup parler de la configuration où vous êtes opérateur sortant, et ce qui vous engage à une transformation très profonde de la RATP, mais vous êtes aussi challenger, d'ores et déjà, avec RATP Dev, dans le cadre des appels d'offres de bus. Est-ce qu'on peut commencer un mot sur ce rôle de challenger dans les appels d'offres qui sont déjà sur la table depuis maintenant 2 ans, et puis après la transformation RATP dans son ampleur et une forme de radicalité? Oui, bah écoutez, bonjour à tous. Côté RATP, je crois qu'il faut rappeler évidemment que l'Île-de-France est totalement centrale hein, pour nous. On a sur les 65 000 salariés du groupe, 46 000 qui travaillent en Île-de-France, dont 1 500, vous venez de le rappeler, Monsieur Dansard, dans RATP Dev, qui aujourd'hui travaille en Île-de-France sur les bus de grande couronne et qui répond effectivement aux appels d'offres Optile. Et nous aussi, nous avons répondu à 8 appels d'offres et nous avons une équipe dédiée qui travaille H24 sur ces sujets d'Optile et qui va, j'allais dire, continuer puisque les 8 auxquels nous avons répondu sont évidemment pas les derniers. Hein. Donc, comme Marie-Ange, on va être, et comme Keolis, on va être à fond dans cette bataille. Je rappelle que
Pour la RATP, Optile, nous sommes un petit acteur, hein, nous avons 7% de part de marché. Donc, pour nous, c'est un territoire de développement évidemment important. Quand je regarde ce que représente la RATP en Ile-de-France, et je pense qu'il faut vraiment se le rappeler 2 minutes, c'est qu'on a, outre le fait qu'on a investi l'an dernier pour 2 milliards 100 millions au travers de notre plan d'investissement commun avec Île-de-France Mobilité et du contrat qui nous lie évidemment à notre principal client qui est Île-de-France Mobilité, on a fait 1,7 milliard, on a fait 400 millions avec la SGP. Je veux juste te dire que ça représente 50% du chiffre d'affaires de la RATP en Île-de-France qui est réinjecté en investissement. Ça mérite quand même de le dire. Et l'ouverture à la concurrence va en fait avoir 2 impacts. Celui évidemment sur l'opérateur de transport, on opère 3,3 milliards de voyages par an. Alors je veux dire dans l'époque bénie pré-Covid, hein, puisque là où on faisait 12 millions de voyages jour, on en est actuellement à 6 millions de voyages jour. Donc ça donne un peu une idée. On parlait du séisme sur le business model des transports. J'y reviendrai sans doute après, mais c'est un point fondamental. Et sur le gestionnaire d'infrastructure aussi, puisque nous avons un double impact au travers du gestionnaire d'infrastructure et de l'opérateur de transport. Il y a 2 aspects qui, eux, sont moins touchés, évidemment, qui sont, les grands projets qui vient d'inaugurer la 14, donc je parlais du niveau d'investissement, et puis la partie partenaire des villes. Alors, je voudrais juste rappeler quand même le contexte. Hein. Si l'aventure de l'ouverture à la concurrence a démarré en 2007 avec le ROSP et puis avec la loi ORTF en 2009, il faut bien se rendre compte d'une chose, parce qu'on parle des décrets et de leur complexité. Je voudrais juste rappeler qu'à la différence de ce qui va se passer sur le ferré, dans les 36 mois qui vont venir, maximum, à partir de maintenant où nous nous parlons, comme la loi prévoit une bascule en une fois au 31 décembre 2024, tout sera redistribué. Ça veut dire que c'est plutôt à Laurent Prost de nous le dire, mais Île-de-France Mobilité lancera ses appels d'offres probablement au plus tard, j'imagine fin 2022 ou début 2023 pour avoir tout redistribué à la fin 2024. Ce système de bascule en une soirée finalement, hein, c'est-à-dire voilà, fait que pour la RATP, ça concerne 18 000 salariés, un peu plus de 18 000 salariés sur les 45 000, d'accord? Donc, on n'est pas du tout dans une progressivité sur 10 ans. Là, à partir de maintenant, on est dans une situation où quasiment 50% des salariés de l'EPIC vont être concernés par cette activité, c'est-à-dire que soit nous conservons une partie de notre business, et c'est bien ce qui va se passer, parce que autant on sait qu'on ne va pas garder 100% de part de marché, autant on ne va pas passer à 0 non plus. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, n'en déplaise à mes chers concurrents, quoi qu'il advienne, en tout cas, nos salariés vont devoir être transférés soit dans des filiales de la RATP avec un sac à dos social qui a été, entre guillemets, millimétré dans le cadre des décrets et de la loi, soit chez les concurrents si nous perdons. Et je pense qu'il faut quand même bien se rendre compte de ce que ça signifie, puisque le transport public emploie en France 100 000 personnes et qu'en moins de 3 ans, il va y avoir effectivement la moitié de notre effectif île-de-francien et donc, on va dire quasiment 20% de l'effectif des transports publics en France qui sont amenés à changer leur quotidien de travail. Et il était normal que dans le cadre de la loi et des décrets, on permette quand même aux gens d'avoir de la visibilité, puisqu'ils vont être sur des listes de personnel transférés, et qu'ils puissent, si on voulait assurer une continuité de service public, s'assurer que les choses continueront pour les suivants ou pour le même opérateur dans des bonnes conditions. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose… Oui. Je vous propose… Oui. Avant de vous donner la parole sur la transformation de la RATP, je vous propose tout de suite de demander à Laurent Prost peut-être ce qu'il envisage comme rythme, comme progressivité, ou alors tout d'un coup. Laurent Prost, qu'est-ce qui est prévu pour l'ouverture de ces lignes RATP? Est-ce que ça sera progressif? Sur quelle période? Est-ce que ce sera tout d'un coup? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur cette question? Alors, bonjour à tous.
D'abord, je pense qu'il faudra tirer les enseignements de la mise en concurrence Optile. On est en plein dedans. Nous avions lancé massivement les appels d'offres l'année dernière. On les lance au fur et à mesure massivement. On en a beaucoup cette année. On avait saisi l'autorité de la concurrence pour qu'il nous confirme si on était parti dans la bonne direction et si on ne faisait pas d'erreur. L'autorité de la concurrence, elle a globalement validé le dispositif, mais elle a quand même dit qu'on allait un peu vite et qu'il fallait effectivement prendre le temps. Donc, elle nous a quand même incité à pas lancer trop de procédures en même temps. Et donc, sur Optile, ça va nous amener à décaler un peu les calendriers de certaines procédures en s'assurant en plus, ça c'est d'autres préconisations de l'autorité de la concurrence, qu'on maîtrise bien les dépôts et donc en évitant de lancer des mises en concurrence là où on n'avait pas de dépôt, parce que c'est vrai que demander à un opérateur de trouver un dépôt dans une mise en concurrence, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc ça veut dire que voilà, on va avoir ce retour d'expérience qui est assez intéressant. Alors, on n'aura pas le sujet des dépôts sur la mise en concurrence du bus RATP, mais cela dit, le bus RATP, c'est comme un sujet qui est plus gros qu'Optile en termes de montant. On aura peut-être un peu moins de contrats quand même sur les dépôts que sur les contrats Optile, mais effectivement, ça va nous inciter à prévoir longtemps à l'avance pour bien lisser les différentes procédures pour que tout le monde ait le temps de travailler correctement. Ça, c'est un sujet important. Donc si je comprends bien, l'expérience d'Optile, les recommandations de l'autorité de la concurrence vous incitent à étaler le calendrier sur l'ouverture des lignes RATP à partir de fin 2024? Alors, pour l'instant, nous, on a une date qui est fixée au 1er janvier 2025 par la loi. Donc, clairement, l'objectif, c'est de tenir cette date, mais ça veut dire qu'on va commencer le plus tôt possible pour que les procédures elles-mêmes soient étalées dans le temps. On ne va pas tout lancer, tout faire en 2024. D'accord. Et donc, pour permettre aux différents concurrents, y compris aux différents concurrents, comme à la RATP, pour se préparer elles-mêmes à d'éventuelles alternances, aux concurrents de documenter leurs appels d'offres. Catherine Guillouard, je vous redonne la parole sur l'aspect plus transformation de la RATP pour justement ce défi. Donc, vous voyez que ce que je disais est vrai, c'est-à-dire qu'on va bien avoir 18 000 de nos salariés qui vont, dans les 3 ans qui viennent, devoir être, entre guillemets, dont la visibilité de leur devenir professionnel doit être éclairée. Alors, évidemment, cette mise en concurrence est donc pour nous un point de bascule très important, mais je voudrais dire qu'il intervient dans une situation qui est totalement inédite pour la RATP. Pourquoi ? Parce que nous devons à la fois nous préparer défensivement et en offensif sur l'ouverture à la concurrence, mais nous avons aussi une refonte totale de notre appareil industriel. J'en dis un mot. 60% du matériel roulant ferré va changer d'ici 2030. 16 ateliers vont devoir être rénovés ou, entre guillemets, remis aux normes, j'allais dire, le plus moderne possible. On a commencé avec la 14, avec le nouveau dock de Saint-Ouen. Et surtout, chose quand même que je voudrais relever à cette occasion, la RATP est en train de convertir l'intégralité de ses centres bus au biogaz et à l'électrique, est en train, avec Île-de-France Mobilité, d'engager cet immense chantier, puisqu'on est en plein dedans, puisque Île-de-France et nous-mêmes travaillons conjointement là-dessus pour changer aussi les bus, et on va avoir 600 bus neufs qui vont rentrer dans la flotte tous les ans. Donc on est dans un paradoxe et une forme d'ironie, c'est-à-dire qu'au moment où nous modernisons à fond l'appareil industriel, en même temps, nous nous préparons effectivement à affronter la concurrence. Ce qui veut dire qu'en termes d'organisation interne, nous avons 3 gymnastiques à faire, c'est-à-dire nous préparer à la concurrence, réussir la reconversion industrielle des matériels roulants ferrés et des bus. C'est important parce que managérialement, c'est un petit peu compliqué d'expliquer aux gens qui se défoncent pour arriver à faire cette modernisation que peut-être, ils la connaîtront, j'allais dire, à l'extérieur de la RATP. Mais on en fait notre affaire. Alors,
Comment on s'organise? On a effectivement, je pilote tous les mois en fait. On est en mode projet sur l'organisation concurrentielle. J'ai préféré mettre en place un mode projet parce que honnêtement, le nombre d'items que nous avons à traiter est très important. Je n'en cite que quelques-uns. Évidemment, le volet législatif et réglementaire avec le dialogue social qui va avec. Je prends un exemple. On fait une journée par mois pendant 18 mois avec les organisations syndicales pour expliquer c'est quoi les enjeux de l'ouverture à la concurrence, quels sont les enjeux de la loi, les enjeux du décret. Ils sont bien entendu dans la concertation, mais ça nécessite d'expliciter un certain nombre de choses. Nous revoyons complètement notre organisation interne et nous nous structurons en business unit. Donc ça y est, on a créé une business unit réseau de surface cet été qui intègre complètement la maintenance, les bus avec un PNL dédié. Donc, c'est une refonte importante puisqu'on était organisé en métier. On va passer en organisation business unit et c'est déjà fait pour réseau de surface. On a évidemment des programmes de performance et de productivité. J'en prends juste un exemple très rapide. Performance, par exemple, dans les fonctions support, on vient de j'avais annoncé qu'on supprimerait 1000 postes et on est en train effectivement de le faire à horizon cadencé pour y arriver avant 2024. On vient de conclure un accord avec nos syndicats, deux de nos syndicats représentatifs sur une rupture conventionnelle collective, qui est la première de fait RATP ever, hein, qui va nous permettre d'arriver au bout de ce programme. Nous travaillons sur l'entrée en régulation, parce que ça, c'est l'autre révolution. Il y a la révolution de l'ouverture à la concurrence et l'autre révolution pour la RATP, c'est l'entrée en régulation à la fois sur les fonctions de gestionnaire d'infrastructure historiques, sur les fonctions de gestionnaire d'infrastructure du Grand Paris et sur la sûreté. On oublie, mais la sûreté est un point fondamental dans les transports et on va rentrer aussi là-dedans. On a un volet d'accompagnement managérial qui est très nourri, puisqu'évidemment, c'est un changement, c'est une révolution très importante. Donc, on a des programmes de conduite de changement. Et puis, évidemment, on est complètement focalisé après sur les équipes d'appel d'offres, puisque ça, c'est la préparation interne. Et après, il y a la préparation dédiée aux appels d'offres défensifs et offensifs. On continue pendant la crise à gagner des marchés. Je rappelle qu'on a, par exemple, renouvelé à Londres on avait un mur de renouvellement d'appels d'offres. Un quart de notre business à Londres était remis en jeu cette année. On a regagné nos 100% et plus, je dirais, puisqu'on a regagné des routes supplémentaires. Donc, on est à la fois à l'attaque et en préparation, évidemment, de ces échéances. Ce qui est très, très important pour nous, c'est le développement d'un programme d'innovation pour les clients qu'on fait dans le cadre du contrat Île-de-France Mobilité et que RATP Dev est complètement aligné avec l'EPIC là-dessus. On travaille énormément sur les propositions d'innovation aux clients et on a revu complètement l'expérience client et d'une certaine façon, la crise nous y a aidés, notamment sur les sujets de propreté. Voilà. Donc, et en parallèle, je finirai par ça, parce que c'est quand même très, très important, on développe une nouvelle activité, on va créer début janvier, on va s'organiser, c'est-à-dire qu'on va, par une approche concentrique, mettre en place tous les savoir-faire que nous avons en interne sur le fait que nous considérons que nous sommes un bon partenaire pour les villes. Donc, nous allons intégrer nos 4 filiales notamment de développement immobilier, et on va en fait aller chercher un nouveau relais de croissance au travers de différents vecteurs immobiliers, telco, électromobilité, logistique urbaine. Donc, on travaille sur tous ces vecteurs de développement puisqu'effectivement, c'est plutôt, j'allais dire, un travail de longue haleine pour la décennie qui vient. On sait très bien que ce n'est pas en 2 ans qu'on va construire l'intégralité de ce segment, plutôt sur une décennie. Mais on a beaucoup de savoir-faire en interne et on va les aligner pour pouvoir faire des propositions et on commence à répondre à des appels d'offres dans ces différents secteurs. Voilà. Merci Catherine de nous avoir dressé ce tableau. J'allais dire, cet Everest que vous devez gravir en quelques années. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'on connaît le calendrier depuis très longtemps. Vous avez rappelé le ROSP, vous avez rappelé les échéances qui avaient été fixées, notamment avant 2010. J'ai envie de vous poser la question, mais
est-ce que c'est l'État qui a tardé à concrétiser un certain nombre de dispositions pour aligner calendrier et dispositions sociales, GI, etc. Ou est-ce que c'est vos prédécesseurs qui n'ont pas suffisamment préparé la RATP? Là, on a l'impression quand même que vous allez devoir courir un sprint d'ici 2024 dans des conditions difficiles. Ouais, vous savez, il y a une magnifique chanson de Piaf qui dit « Je me fous du passé ». Et je pense que le problème, c'est pas le passé, le problème, c'est qu'on soit prêt à temps. Je pense que pendant un certain temps, j'allais dire, l'ensemble des acteurs se disaient peut-être que ça ne viendrait pas. Enfin, vous voyez, c'était une telle révolution copernicienne, peu importe, de toute façon. Ce qui importe, c'est qu'on soit prêt demain. Et ce qui importe aussi, c'est que on soit, j'allais dire, en état de préserver nos savoir-faire. Je pense qu'on a montré lundi, en ouvrant la 14, qu'on était vraiment une entreprise dont le génie était de savoir intégrer sa maîtrise d'ouvrage de projet, ses exploitants, sa maintenance. Bon, c'est un savoir-faire absolument unique au monde. Et il faut qu'on traverse cette épreuve de la concurrence, mais sans perdre ça. Oui, je sais. Mais bon, ça va être quand même la ligne de métro à 1 million. Keolis, c'est quand même un leader du tramway et du métro automatique. Donc, on a quand même 6 réseaux de métro. On est plein. Marion, je sais bien, on est des champions français, mais je pense que l'antériorité là-dessus de la RATP, qui a 120 ans de métro derrière elle, et honnêtement, qui a fait la première grande ligne automatique, qui est la 14, et qu'on vient d'étendre, et qu'on va étendre jusqu'à 1 million de passagers jour. Je dis ça parce que cette intégration, ce n'était pas une provocation. J'étais vraiment concentrée sur la question des savoir-faire métiers, qu'il faut savoir faire traverser cette période. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour nous, qu'on ne perde pas ça, parce que la France perdrait beaucoup dans l'affaire. Voilà. C'était pas, il n'y avait pas une volonté, j'allais dire, de polémiquer. C'est Laurent Prost qui doit être content parce qu'il n'a que des champions face à lui pour la concurrence. Je vais lui donner la parole dans quelques instants, mais je voudrais me tourner vers un autre champion, Thierry Mallet, PDG de Transdev. Vous êtes aussi Transdev dans des différentes configurations. Vous êtes sortant sur Optile, vous êtes majoritaire dans Optile avec de très nombreuses exploitations bus. Et puis, vous allez être challenger de la RATP et de la SNCF, notamment dans l'ouverture de l'exploitation des trams, des RER. Vous êtes d'ores et déjà montré intéressé. En revanche, vous avez dit non sur le Grand Paris Express. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu cette stratégie et puis la façon dont vous abordez ces différents défis? Alors d'abord, c'est effectivement un vrai défi puisque la concurrence et la mise en concurrence est une réalité. Vous le dites, vous venez de le dire à l'instant. Sur Optile, on est sortant puisqu'on a quasi plus de 50% de part de marché. C'est des lignes historiques qui n'avaient été jamais mises en concurrence. Donc la mise en concurrence, elle démarre vraiment avec Optile. C'était des droits de ligne donc qui viennent effectivement sur le marché. Ça suppose effectivement une remise en cause assez profonde. Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a abordé le sujet pas en sortant, mais effectivement avec un œil complètement nouveau. On a mis à la tête des appels d'offres, des équipes nouvelles qui ne connaissaient pas forcément la région et on a repris des expériences un peu partout dans le monde pour pouvoir effectivement arriver avec les meilleures offres possibles pour ces appels d'offres. Je rappelle quand même qu'Optile, c'est déjà 11 000 personnes qui vont changer d'employeur à l'arrivée. Donc c'est le Big Bang, il est bien avant la RATP. Donc, et il est déjà en train de se passer, puisque ça sera un peu progressif, ça va se passer sur un an et demi, mais effectivement, les transferts démarrent et les premiers transferts auront lieu d'ailleurs dès le 1er janvier de l'année prochaine. Donc, c'est effectivement la volonté de regarder les sujets avec un œil complètement neuf, quasiment avec une feuille blanche, pour ne pas effectivement travailler comme on travaillait précédemment. C'est d'ailleurs, et c'est un point très important, une organisation du travail qui est totalement différente de celle qui existait avant sur Optile. Alors, c'est rendu possible par la concurrence, d'où la nécessité effectivement d'avoir un cadre le plus large possible pour que chacun des exploitants puisse s'exprimer. Et effectivement, je rejoins Marie-Ange sur son inquiétude, sur le fait qu'il ne faut pas, dans l'ouverture à la concurrence, exporter, je dirais, un cadre trop lourd ou des modèles trop lourds qui vont nous empêcher demain de mettre en œuvre
tous les gains de productivité qu'on peut mettre en œuvre et au bénéfice d'ailleurs des employés, hein, pas forcément au dépend des employés. On a parfois des vieilles règles qui persistent et il ne faut pas effectivement les transmettre aux nouveaux entrants. C'est le même débat qu'on a aujourd'hui avec la définition de la convention collective du ferroviaire, où on veut éviter d'avoir un copier-coller de l'accord d'entreprise de la SNCF parce qu'elle ne s'adapte pas à toutes les lignes, parce qu'on a besoin effectivement de prendre en compte la caractéristique de chaque territoire et je dirais même de chaque réseau et de chaque organisation du travail et que tous ces carcans trop contraignants coûtent finalement très très cher un peu partout. Et l'objectif de l'ouverture à la concurrence, c'est effectivement d'amener des regards nouveaux, mais aussi d'avoir une organisation du travail qui soit très très différente de ce qui a été mis en place. D'ailleurs, ça a été le succès effectivement de l'ouverture à la concurrence du ferroviaire en Allemagne, qui est une ouverture à la concurrence très différente, mais qui a permis effectivement de réécrire complètement l'organisation du travail dans le domaine du ferroviaire en Allemagne. Ça s'est passé sur un temps assez un peu plus long, mais c'est un sujet qui était un peu plus complexe que l'ouverture à la concurrence, simplement des bus. Alors, sur le choix des appels d'offres, alors je dirais d'abord Optile, c'est 1 milliard d'appels d'offres, on l'a dit tout à l'heure, c'est 11 000 salariés concernés au total, 60%, entre 50 et 60% qui vont venir de chez Transdev. Donc c'est un travail considérable. Donc on a décidé d'être extrêmement sélectif sur nos appels d'offres en allant sur les appels d'offres sur lesquels on peut vraiment mettre en jeu la totalité de notre capacité. Et on considère effectivement que sur les appels d'offres en Île-de-France, notamment sur le métro, le fait qu'il y ait une espèce de partage un peu complexe, je dirais, entre le génie d'infra et le rôle d'exploitant ne me paraissait pas du tout optimal pour un métro automatique, un peu surprenant, hein, ça ne s'est jamais fait nulle part. Et donc, je considère qu'on n'est pas en mesure de pouvoir exprimer la totalité de notre compétence qu'on aurait si effectivement le GI était inclus dedans. Donc, on a préféré se concentrer sur d'autres appels d'offres sur lesquels on pense pouvoir amener plus de valeur que forcément gérer des interfaces compliquées. Et donc, concrètement, sur le calendrier d'ouverture révélé la semaine dernière par IDFM, sur les trams, les RER, etc., là, vous êtes davantage intéressé que sur le Grand Paris Express, où vous regrettiez que le GI soit exclu des appels d'offres. Je tiens d'abord à remercier Île-de-France Mobilité pour l'ouverture du ferroviaire, hein, puisque ce n'était pas une donnée, c'était leur choix. C'est une vraie opportunité, effectivement, d'aller dans des trains, sur des territoires différents. J'allais dire, c'est des trams-trains, donc effectivement l'infra va venir directement avec le train lui-même. Il y aura des lignes un peu plus tard, mais je pense que Laurent Probst en parlera mieux que moi, dans lequel, en particulier autour de la gare Saint-Lazare, où le sujet va être un peu plus compliqué puisqu'il y aura une interface avec SNCF Réseau. Mais sur la partie effectivement des premiers trams-trains, c'est une bonne nouvelle. Ça va être effectivement des appels d'offres assez simple, je devrais dire, avant de rentrer dans les appels d'offres plus compliqués qui viendront plus tard. Et je peux vous dire que effectivement, Transdev sera présent pour ces appels d'offres-là qui correspondent effectivement à la fois à notre cœur de métier et je dirais des appels d'offres sur lesquels on pense pouvoir amener la totalité de notre savoir-faire et faire de belles offres tout à fait concurrentielles. Alors, je vais effectivement me tourner vers Laurent Probst. Beaucoup de questions. C'est normal puisque IDFM est l'autorité organisatrice. Il y a des questions sur les appels d'offres en cours, sur Optile, avec notamment la question de l'intensité concurrentielle et puis des bénéfices que l'AO et les voyageurs retirent de ces process. Est-ce que vous pourrez nous expliquer en quoi les premiers résultats vous semblent justifier votre stratégie, baisse des coûts pour faire plus de qualité? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de retour sur les premiers appels d'offres? Et puis, dans un deuxième temps, peut-être sur la suite, et notamment l'ouverture à la concurrence des marchés des deux autres grands opérateurs historiques, RATP et SNCF. On commence par un retour sur Optile, sur une analyse de ce qui est en train de se passer, Laurent Probst. Oui, alors d'abord, je voudrais dire, comme vous l'avez souligné, qu'on a la chance d'avoir en Île-de-France des très bons opérateurs. Oui, on a des opérateurs qui sont des références mondiales, qui délivrent, qui font de la qualité de service. Et donc ça, il faut dire, c'est quand même remarquable. On a de très bonnes relations avec eux aujourd'hui. Et la concurrence, c'est pas pour les remplacer. C'est parce que c'est un nouveau moyen qui est donné par la loi. Plutôt que la négociation de gré à gré, on va l'appliquer. Moi, je voudrais aussi citer des autres opérateurs qui ne sont pas là aujourd'hui, comme Savac, Lacroix, Latis, tous les autres opérateurs de bus
en Ile-de-France qui font aussi un excellent travail et je trouve que ça méritait de les citer. Alors, nous, ce qu'on attend de la mise en concurrence, c'est avant tout une amélioration du fonctionnement du réseau. On sait que à chaque fois qu'on fait une mise en concurrence, le sortant et les entrants, mais notamment le sortant, en profite pour faire un audit de son réseau. Et à chaque fois qu'on fait un audit de son réseau, de son organisation, on sort des propositions d'amélioration. Ce qu'on ne fait pas forcément dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on sort, l'objectif c'est de délivrer, d'être opérationnel, et donc on ne fait pas le travail d'audit. Nous, ce qu'on attend vraiment de cette mise en concurrence, c'est l'amélioration du fonctionnement. Ça veut dire, avec un audit et des propositions d'amélioration, ça veut dire plus de régularité et une amélioration de la qualité de service. Ne serait-ce que par ce travail d'audit de comment fonctionne le réseau actuellement. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'objectif de dire, bon, voilà, le sortant il est mauvais, on va le remplacer par un nouveau parce que par principe, le nouveau il sera meilleur. C'est le jeu de dire, est-ce que le sortant a fait un audit de son organisation depuis 5 ou 10 ans? Sans doute pas. Et donc, c'est l'occasion pour le sortant de faire son audit, d'être challengé par des propositions, par des propositions des nouveaux entrants. Et donc, vraiment, c'est vraiment cette logique d'amélioration du service et la régularité. Alors, certes, il y a le deuxième objectif, c'est aussi l'optimisation financière. Depuis 2016, on a juste pour prendre l'exemple d'Optim, des bus. Depuis 2016, sur l'ensemble du réseau bus en Ile-de-France, on a augmenté l'offre de 250 millions d'euros de coûts de fonctionnement par an. Donc, ça fait quasiment plus 10% des coûts de fonctionnement par an. Comme vous savez que les titres de transport apportent à peu près 40% de nos recettes. Donc, c'est-à-dire si on avait voulu financer ces 10% d'augmentation par des augmentations de tarifs, il aurait fallu augmenter les tarifs de 25%. Ça ne vous a pas échappé qu'on n'a pas augmenté les tarifs de 25%. Donc, ça veut dire que l'amélioration de l'offre, il faut qu'elle s'accompagne d'une optimisation pour qu'on puisse faire cette amélioration, c'est faire ces renforts d'offres. On sait qu'on a fait un gros rattrapage sur le bus partout en Ile-de-France, y compris à Paris où on a fait une grosse restructuration qui n'avait pas été faite depuis 1950. On a beaucoup renforcé l'offre bus en grande couronne. On a des grands projets sur le transport à la demande, donc on va continuer à renforcer l'offre bus. Donc ça veut dire que on va continuer à mettre plus de moyens. Et donc, ça veut dire des optimisations aussi pour pouvoir financer tout ça. Mais en tout cas, je vous rassure, on ne vise pas une réduction des chiffres d'affaires global de bus. Il y aura, in fine, de toute façon, une augmentation, mais il faut que cette augmentation s'accompagne par des optimisations. Dernier sujet. Est-ce que vous nous expliquez que l'ouverture à la concurrence vous permet de faire ce que la gestion au fil de l'eau des contrats d'Optil ne vous permet peut-être pas de faire, c'est-à-dire d'optimiser, d'améliorer la performance, etc. Moi, je pense qu'effectivement, la mise en concurrence, c'est l'occasion pour le sortant d'auditer son organisation interne et de proposer des améliorations qu'elle ne fait pas, mais c'est pas une critique, mais qu'elle ne peut pas faire en cours de contrat, parce qu'au cours de contrat, ce qu'on lui demande, c'est de délivrer sur les indicateurs qui ont été définis en début de contrat. Donc, de fait, c'est comme dans toute organisation, quoi. Si on se met pas, si on prend pas du temps pour auditer son organisation, elle reste figée, elle ne s'adapte pas à son environnement, et du coup, à chaque fois qu'on audite quelque chose, que ce soit d'ailleurs une organisation ou un contrat, on trouve toujours des améliorations, forcément. C'est ça vraiment l'objectif qui est derrière ça. Moi, je voudrais juste rajouter, on a parlé beaucoup d'humains. Effectivement, nous, on est, on n'est pas comme Uber et on ne fera pas à l'automatisation globale des transports, et même sur le métro, même si l'automatisation du métro c'est bien, on poursuit, mais ça ne veut pas dire que moins de gens, parce qu'il faut toujours plein de gens pour s'occuper du métro automatique à côté. Donc, et pour revenir sur le bus plus particulièrement, l'automatisation des bus, oui, c'est pas avant très longtemps. Je ne suis même pas sûr que je le verrai de mon vivant. Donc, les réseaux de bus en Ile-de-France, c'est vraiment quelque chose qui repose sur l'humain. On a beaucoup augmenté l'offre bus, je dis à plus de 10% de fonctionnement, ça veut dire des recrutements supplémentaires. On a recruté des milliers d'agents, de conducteurs supplémentaires. Et du coup, il faut absolument qu'on sécurise ces agents, parce que ces agents, on va continuer à en avoir besoin. Donc, qu'ils soient transférés ou pas, les sortants vont regagner des marchés. Et puis, même s'il y a des changements, les futurs
futurs opérateurs, soit ce sont des gros qui sont aussi à capital public aujourd'hui, que ce soit Transdev ou Keolis, quelque part, un capital public. Si on parle de Savac ou La 3, ok, c'est pas des entreprises privées à capital privé, mais enfin, ce sont comme des entreprises familiales. Et donc, voilà, donc les conducteurs ne sont pas transférés dans une multinationale à capital étranger qui va fermer l'usine dans 3 ans. Enfin, on est vraiment sur une constance du besoin de ces conducteurs qui font toute la qualité de service. Et donc, il faut vraiment qu'on les rassure. Nous, dans nos appels d'offres, on oblige l'entrant à reprendre 100% des agents. Et effectivement, nous, on est très favorable à ce qu'il y ait quelque chose, des choses pour les rassurer. Alors, effectivement, il y a un débat sur est-ce qu'il faut un cadre social très défini et tout, ou est-ce que ça se fait au niveau, la négociation se fait au niveau local. Il y a un curseur à trouver. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'in fine, on ait un résultat au niveau social qui ressemble à ce qui s'est passé sur les autoroutes concédées, ou d'un point de vue social, pour les agents, finalement, ça s'est traduit par des meilleures conditions de travail pour les agents, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements pour améliorer les conditions de travail des agents, et puis des salaires plus élevés. Et in fine, aujourd'hui, pour le haut niveau social, finalement, l'évolution sur les autoroutes concédées, c'était du plus pour le social, et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on parvienne, c'est-à-dire des agents qui, ok, vont sans doute travailler plus, il faut comment ils puissent travailler plus, mais qu'ils puissent gagner plus, et puis qu'ils aient des meilleures conditions de travail, et c'est l'objet de tous les investissements qu'on fait dans les contrats. Vous évoquiez il y a quelques instants Savac Lacroix. Une question qui est posée par l'un ou l'une de ceux qui nous regardent. L'ouverture à la concurrence est-elle réservée à SNCF, Keolis, RATP Group et Transdev? Des opérateurs alternatifs ont-ils une chance? Alors, je pose la question alors que les trois sortants sont là. Est-ce que les opérateurs alternatifs ont une chance? Alors, clairement, oui. Voilà, il y a c'est à peu près 800 millions, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Optile. On va dépasser le milliard sur la RATP, sur les bus RATP. Donc, le Transilien, c'est plusieurs milliards. Donc, forcément, oui, les entrants ont une chance. Alors, encore une fois, comme dit Catherine Guilluard, on ne voit pas que les entrants remportent 100% des marchés. C'est juste impossible. Mais oui, ils ont effectivement une chance. Et d'ailleurs, ils doivent avoir une chance parce que je pense que même pour les opérateurs sortants, le fait de se faire challenger par les entrants et quelques marchés qu'il y ait un entrant, ça les aide aussi, eux, à se challenger pour les exportations. Parce que je pense que ça aussi, c'est voir ce qui se passe sur le marché domestique, ça permet aussi de mieux s'exporter. Donc, je ne vois pas ça comme une difficulté. Et clairement, oui, c'est bien une ouverture. Une question qui nous permet d'aborder la deuxième étape, qui est l'ouverture à concurrence des réseaux historiques. Question, comment Île-de-France Mobilité a préparé le marché d'AMO sur l'ouverture à la concurrence technique, sourcing, juridique? Comment vous organisez pour aborder cette nouvelle étape d'ouverture à concurrence qui va être massive? Catherine Guillouard le rappelait tout à l'heure, et d'autant plus massive à mesure qu'elle sera ouverte aussi aux ferroviaires. Alors, comme toutes les personnes publiques qui font des mises en concurrence, je cite par exemple le ministère des Transports qui a une grande tradition de mise en concurrence sur les autoroutes, par exemple. Nous, voilà, on ne va pas faire ça tout seul et donc on se fait aider par des assistants de la personne publique. Donc, nous, on recrute systématiquement pour chaque mise en concurrence des AMO en groupement on demande à ce qu'il y ait un cabinet d'avocats, un cabinet financier et puis aussi, très important, un expert technique donc, qui viennent en groupement et qui nous soutiennent. C'est une grosse dépense financière aussi, parce que, voilà. Mais en même temps, c'est un bon moyen d'avoir l'expertise à l'extérieur avec des gens qui ont déjà fait la mise en concurrence ailleurs et qui ont déjà une bonne expérience de ce sujet. Merci beaucoup. Donc, sur cette nouvelle étape, vous allez dédier des moyens importants, notamment pour les grands réseaux ferroviaires. Nous, effectivement, il a fallu, il faut qu'on se réorganise. On a, pour la mise en concurrence Optile, créé des postes et une équipe spécifique avec des expertises. Mais bon, encore une fois, on est une personne publique et donc on n'est pas amené à démultiplier nos agents. Donc, on a des experts dédiés en interne, mais effectivement, on se base sur des AMO conséquents
pour nous aider pour la mise en concurrence. Je voudrais interroger chacun d'entre vous sur cette nouvelle étape, l'augmentation du nombre de mises en concurrence. Marie-Ange Debon, vous avez vocation à Keolis à être candidat sur tous les appels d'offres, c'est-à-dire bus, Grand Paris Express, ferroviaire. Est-ce que vous allez concurrencer, par exemple, la SNCF sur un certain nombre de ces offres actuelles? Peut-être d'abord, je voudrais revenir une seconde sur la dimension humaine parce que franchement, elle est importante, tout le monde l'a mentionné, mais bon, nous, c'est 30 000 collaborateurs et ce qui est vrai, c'est que notre agilité, nous, elle vient de nos collaborateurs. Hein, donc, et notre attention sur ce sujet, elle est une attention sur la formation, sur la polyvalence, parce que c'est quand même une chance de mobilité professionnelle de pouvoir avoir des collaborateurs polyvalents. Donc, ce sont des piliers sur lesquels on travaille en permanence. Et la transformation un peu radicale de la RATP, moi, je dirais que nous, on est dans une culture de la transformation au quotidien parce que depuis toujours, on a été dans ces situations de mise en concurrence assez régulières. Donc, c'est la force des équipes, c'est celle de l'agilité de ces équipes. Alors, oui, bien sûr, on va répondre on va continuer le même rythme effréné. Là, T4, T11, vous savez qu'on exploite le T11, je crois, sous le contrôle de notre client, plutôt avec un niveau de satisfaction qui est très grand. Keolis, on a 23 réseaux de tramways dans le monde, des très gros, des anciens, des très modernes. Donc, tout ce qui est tram-train, c'est notre cœur de savoir-faire et d'expertise et tout ce qui est tramway. Donc, on se prépare bien sûr à répondre au T4, T11 qui est le premier qui a été le premier lot qui est annoncé et en bonne intelligence avec un actionnaire important qui pour l'instant lui est sur le T4. Mais on est parfois en concurrence, parfois en collaboration. Je pense que d'ailleurs, avec certains autour de la table, on sait pratiquer aussi la coopération parce que parfois, elle a beaucoup de sens. Hein. On a de la coopération avec certains opérateurs autour de cette vidéo et à l'étranger et en France. Donc, et on est parfois en concurrence. Donc, je pense qu'il faut savoir, suivant les caractéristiques d'un projet, penser à une bonne équipe gagnante et c'est comme ça qu'on va réfléchir sur ce premier lot sur lequel nous nous organisons déjà depuis le 9 décembre. C'était pas mal de faire une annonce le 9 décembre, ce qui était les 11 ans d'anniversaire de la loi ORTF. Je trouvais que c'était quand même une image assez parlante. Mais en tout cas, oui, on va être présent sur T4, T11 et très motivé. Catherine Guilloire, comment vous abordez cette ouverture? Vous allez concurrencer votre… Oui. Ben écoutez, nous, avec Dev, on a, et évidemment, on est en train de travailler sur tous ces sujets. Alors, Bus Optile, j'en ai parlé, on a répondu à 8 appels d'offres et on va continuer, bien sûr, puisqu'on a une stratégie d'analyse des lots qui nous permet effectivement d'avoir des ambitions en ce domaine. Encore une fois, on est le petit poussé dans l'affaire, hein, donc on a intérêt à regarder ça avec une vision assez agressive. Côté TER, vous le savez, on a choisi de se partenariser, de s'allier avec Getlink, mais là aussi on a fait des choix parce qu'en période difficile, on ne va pas pouvoir non plus courir derrière tous les lièvres. Il va falloir choisir son style de lièvre. Donc pour les TER, c'est plutôt Grand Est et Hauts-de-France qui nous intéressent avec Getlink. Sur la 16 et la 17, vous avez vu qu'on a annoncé le ticket retour, si je puis dire, puisqu'on a créé une entreprise conjointe avec SBST, qui est notre partenaire singapourien. C'est-à-dire que nous allons effectivement déposer une offre avec eux sur ces deux lignes, mais nous allons aussi faire l'inverse, c'est-à-dire aller à Singapour avec SBST, répondre à des lignes singapouriennes. Donc, c'est comment dire, un deal équilibré. Voilà, exactement.
Et puis, je veux quand même le rappeler parce que Marie-Ange y a fait, j'allais dire, allusion, mais il ne faut pas oublier le Grand Paris Express, qui certes fait l'objet de quelques sujets juridiques et d'arrêt de travaux pour l'instant, mais nous l'avons gagné ensemble avec Keolis. Et donc, bon, j'espère que ce projet ira au bout, puisque c'est quelque chose que nous avons gagné en commun, comme on a fait d'ailleurs ensemble aussi Doha. Donc, ça fait du bien de temps en temps de pouvoir se dire aussi qu'on allie nos forces à l'international, voire dans la région de France, ce qui montre bien aussi la plasticité, entre guillemets, que peut offrir l'ouverture à la concurrence. Hein. C'est-à-dire que ça peut être des choses assez frontales, ça peut être aussi des positionnements d'alliance, et c'est ça qui est intéressant à la fois pour le client, client B2B qui est Île-de-France Mobilité, et client B2C, puisqu'on va injecter au travers de cela des nouveaux savoir-faire, des visions un peu différentes. Et honnêtement, moi, je suis ravie de notre coopération avec Keolis sur les sujets sur lesquels, pour l'instant, on a fait acte commun ensemble. Voilà. Donc là, vous avez répondu sur quasiment tous les marchés. Il en reste un, celui, les lignes historiques de la SNCF. Est-ce que vous seriez aussi intéressé par ces lignes? Écoutez, nous, pour l'instant, on a regardé les TER. Hein. On va là, pas sur les… Sur l'Île-de-France, voilà. sur l'Île-de-France, pour l'instant, vous ne vous prononcez pas? Oui, oui, on regardera, bien sûr. Vous regarderez? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On va créer des filiales dédiées pour ce faire, hein, puisque c'est… Et oui, on regardera, absolument. Thierry Mallet, c'est une concurrence un peu à trois qui se dessine avec les deux filiales des deux grands groupes nationaux et puis Transdev. Ça vous fait pas peur cette concurrence des deux grands? Oh, non, je dirais on a l'habitude d'être mis en concurrence. Je dirais la concurrence est notre ADN. On n'a jamais été lié ni de près ni de loin à aucun opérateur historique. Hein. On n'a eu aucune chance d'avoir aucun contrat qui nous venait d'un opérateur historique. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a gagné, on l'a toujours battu, on l'a toujours gagné, je dirais, tout seul, comme des grands, même si on est plus petit que les autres Nous avec aussi, leur monopole. Thierry, Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'était que nous, effectivement, on ira sur les appels d'offres, évidemment, en Île-de-France. On sera, comme d'habitude, très vigilant sur les conditions du cahier des charges. Hein. Ce qui a fait qu'on a décidé de ne pas aller sur certains appels d'offres, c'est le cahier des charges. Si le cahier des charges nous paraît trop favorable à l'opérateur historique, pas assez ouvert pour les nouveaux entrants, qu'il n'y a pas les données disponibles, qui est un vrai combat, parce qu'on sait très bien que si on n'a pas les données, on n'est pas en mesure de faire une offre de qualité, eh bien on n'ira pas. Ça me paraît très clair. Et donc, ça veut dire que le travail préparatoire est un travail extrêmement important pour s'assurer qu'effectivement tout est bien mis sur la table pour permettre à des nouveaux entrants de rentrer. Et aujourd'hui, il y a déjà sur certaines régions des débats sur la qualité des données qui sont mises à disposition. Donc ça, j'insiste sur le fait que la transparence des données va être un enjeu extrêmement fort pour s'assurer qu'on est capable de faire des offres concurrentielles. Laurent Props, en fait, Marie-Ange Debon, Catherine Guilloire, Thierry Mallet, chacun avec ses mots, mettent un peu la pression sur l'autorité organisatrice. C'est de vous dont dépend la qualité de la mise en concurrence, l'intensité concurrentielle. Vous êtes prêt à la suite de l'ouverture? Oui, je pense Thierry a raison. On a un vrai sujet sur les données et on ne pourra pas mettre en concurrence si on n'a pas, si on ne peut pas fournir les données à tous les opérateurs. Donc c'est pour ça que nous, on veut prendre le temps de bien tout organiser. On sait que ça va être un challenge sur la SNCF de tenir les données nécessaires. Voilà, il y a eu des débats avec la SNCF sur ce sujet. On vient de signer un contrat avec la SNCF dans lequel la SNCF accepte de nous donner toutes ces informations. Il y a un cadre qui commence à être tracé par les autres régions qui ont sollicité l'RT pour clarifier les données. Donc, je suis assez optimiste, mais tout reste à faire parce qu'on ne les a pas aujourd'hui. Donc, voilà, je ne cache pas que c'est un challenge. Et effectivement, si on n'a pas ces informations-là, on prendra plus de temps pour ouvrir à la concurrence les lignes ferroviaires. Donc, ça peut mettre effectivement un certain temps, le temps que tout se cale avec la RT, qui est un acteur de plus en plus important. On arrive au terme de cette table ronde. Je voudrais vous transmettre un message en guise de conclusion.
d'un professeur de Cergy-Pontoise, Laurent Guéry, qui vous félicite pour cette table ronde et qui dit on reste beaucoup entre Français dans ces débats sur la concurrence. Nos partenaires européens qui connaissent bien nos 3 champions nationaux sont-ils aussi les bienvenus? Alors la question s'adresse à Laurent Probst. Je l'ai posé d'une certaine façon aussi tout à l'heure. Est-ce que vous avez des concurrents étrangers qui se montrent intéressés par les futures mises en concurrence? Oui, tout à fait. On a des concurrents étrangers. Alors, la crise fait qu'il y en a un peu moins qu'aujourd'hui que ce qu'on avait il y a un an. Mais oui, de fait, on a des concurrents étrangers et je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi de voir ce que les étrangers peuvent proposer et ça bénéficiera à tout le monde. Il me reste à vous remercier tous Merci. les 4 pour votre participation à ce sujet qu'on aurait pu encore largement développer, mais ce sera pour une prochaine fois. Bonne journée à tous et je donne rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés cet après-midi pour une dernière conférence consacrée à la sûreté, sujet ô combien important au quotidien, les voyageurs et tous vos employés. La sûreté, dernière conférence, je vérifie l'horaire, c'est à 14h tout à l'heure. 14h30, pardon, tout à l'heure. Bonne journée à tous et à cet après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.